un podcast Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Le 12 septembre dernier, le monde du sport, qui peine à redémarrer avec la crise sanitaire, a pu assouvir son besoin d'exploit en applaudissant la victoire de Naomi Osaka, joueuse de tennis exceptionnellement douée, qui a même pas 23 ans et non seulement numéro 3 mondial, mais vient surtout de remporter l'US Open, un des plus prestigieux tournois du circuit qu'elle avait d'ailleurs déjà gagné en 2018. Outre ses performances sportives impressionnantes, Naomi Osaka est aussi devenue une figure politique, très mobilisée contre les violences policières. Elle a notamment profité du tournoi de New York pour afficher son soutien au mouvement Black Lives Matter en arborant des masques portant chaque jour un nom différent, ceux des victimes de la violence raciste aux États-Unis, comme George Floyd par exemple. Une prise de position sans équivoque qui l'a fait entrer dans une catégorie à part, celle des sportifs et sportives engagés, grand classique de l'espace public par le passé, récemment ravivé par les débats autour du racisme et des violences policières et à laquelle on va s'intéresser dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. You said from the beginning you had 7 matches, 7 masks, 7 names. What was the message you wanted to send, Naomi? Well, what was the message that you got was more the question. I feel like the point is to make people start talking. Notre invité pour en parler, c'est Michael Correia. Il est journaliste. Il a signé le livre passionnant Une histoire populaire du football aux éditions de La Découverte. Il creuse justement l'idée d'un foot où la politique et la lutte sociale comptent autant que le 4-4-2 ou les subtilités du hors-jeu. J'ai commencé par lui demander si selon lui ce récent regain d'activité du côté des liens entre sport et engagement, qu'on a vu aussi bien dans la NBA que dans le baseball et donc que dans le tennis, voulait dire que le sport pro s'était dépolitisé au fil du temps. Je pense pas qu'il soit dépolitisé. En tout cas, il y a eu une grosse phase d'industrialisation, en tout cas. Ça, c'est clair, un peu à l'aune des années 80, mais je pense que ça, c'est un peu le mouvement mondial global, quoi. On a une grosse phase de libéralisation, financiarisation, industrialisation du monde et qui s'est répercutée dans le champ du sport aussi. Donc c'est clair que l'industrie du football, en tout cas, et puis l'industrie du sport en général, on a vraiment vu le tournant. Je pense que c'est vraiment les années 90 pour moi le tournant, qui de toute façon le tournant néolibéral aussi dans la société en général, qui a participé à je pense, avoir cette image d'une industrie du sport, en tout cas, qui est totalement hors du champ politique, quoi. Après, il y a aussi eu un gros travail, mais ça, c'est un travail de fond, je pense, depuis l'origine des fédérations sportives, qui ont toujours voulu cloisonner le sport, quoi. Ou en tout cas, qui ont toujours travaillé avec cette fameuse antienne de dire le sport c'est pas politique, c'est que le sport, quoi. Donc il y a vraiment à la fois cette industrie là du foot pour des raisons aussi financières, faut que ce soit un business qui puisse vendre dans tous les pays possibles, donc moins c'est politisé et mieux a priori ça se vend, et puis les grandes fédérations sportives aussi qui ont participé à ça. Et après, pour terminer, il y a eu aussi une production intellectuelle qui, pour moi, je pense, date des années 70 à peu près, à la fois en Europe et aux États-Unis aussi. Pour un peu rebondir sur la NBA, il y a eu tout un pan critique, notamment au sein du mouvement Black Power, pour dire que de toute façon, le sport, c'était une institution qui était structurellement raciste, avec des figures comme Mohamed Ali, mais il y a aussi d'autres figures, d'autres boxeurs au sein du mouvement Black Power. Du coup, voilà, il y a tout ça qui a fait qu'on a une espèce de trentaine, une séquence d'une trentaine d'années qui a fait que on a eu l'impression que l'industrie du sport vivait hors du champ politique. Mais là, au contraire, on vit depuis quelque temps quand même une séquence politique assez folle, quoi. Il suffit même de voir là en France, par exemple, entre le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement contre les retraites, toute la grosse séquence féministe au mois de mars dernier, la parenthèse Covid aussi, qui a en fait aussi été très politique, et puis là on renchaîne avec les violences policières, etc. On vit une séquence politique extrêmement dense, et forcément aussi ça se répercute dans le champ du sport, quoi. Alors pour la NBA c'est particulier, oui, c'est parce qu'il y a aussi, on en parlera après, c'est qu'il y a quand même 80% des joueurs de la NBA qui sont africains-américains, donc forcément ça se répercute aussi dans cette industrie-là. Est-ce que cette politisation, alors, dans cette période, ces quelques années où on a eu l'impression que, en gros, l'industrie prenait le pas sur les idées, elle se faisait en dehors du foot ou du sport business, dans le sport amateur ou dans le sport associatif, ou alors est-ce qu'elle se faisait juste en souterrain, elle était passée en deuxième rideau? Déjà, pour moi, juste un corps, que ce soit un corps minoritaire, on va dire, déjà un corps noir qui soit sur un terrain de basketball dans une industrie aussi gigantesque qu'est la NBA, c'est déjà un geste politique en soi. Quand on voit l'équipe de France
de football, par exemple, même si aujourd'hui les lignes sont un peu en train de bouger, mais on va dire entre 98 et là 2018, où c'est vraiment un espace qui est totalement dépolitisé. Déjà, de voir des corps de jeunes qui sont issus des quartiers populaires, des corps racisés, etc. Pareil, c'est encore... rien que déjà en soi, c'est pour moi un acte... Il y a déjà une symbolique politique extrêmement forte. Ensuite, effectivement, il y a eu la prise de parole de certains footballeurs, de certains sportifs dans l'espace public. Ça donne une autre politisation. Oui, je pense qu'il y a toujours eu, en tout cas, un mouvement de fond de politisation. Moi, je suis plus spécialiste du football, donc j'ai plus parlé du foot. Mais effectivement, dans le football amateur, dans les tribunes aussi, il y a eu beaucoup de mouvements d'auto-organisation, d'essayer de créer des clubs coopératifs, par exemple, des coopératives de supporters, essayer de contrer un peu à la manière de syndicalistes dans une industrie, essayer un peu de contrer justement les dérives du sport business. Donc il y a toujours une politisation qui a été plus underground, on va dire. Mais je pense pas qu'il est connecté là aujourd'hui à l'industrie du sport business. Là, on parle vraiment de joueurs, de stars sportives qui commencent à s'exprimer de façon politique là-dessus. Mais en tout cas, oui, il y a toujours une ligne de fond. Ça a été toujours un débat, en tout cas dans le champ du sport, mais que ce soit encore une fois en France, par exemple, au sein du football amateur, au sein du milieu des ultras, qui sont les supporters justement un peu plus radicaux, on va dire. Au sein de ce mouvement-là, il y a toujours eu des débats sur comment politiser ou pas la question, comment lutter contre les dérives du foot business. Aux États-Unis aussi, il y a eu toujours un gros débat au sein des mouvements antiracistes, où notamment, je pense à toute l'époque des années 80, avec des joueurs comme Jordan, par exemple, c'est quand même quelque chose qu'on lui a toujours reproché de jamais s'être positionné. Bon, là, il s'est positionné il n'y a pas très longtemps. Il s'est positionné uniquement maintenant. Mais voilà, il y avait tout un débat autour de ça, de dire, bon, c'est une industrie, de toute façon, on ne pourra pas bouger les lignes de l'intérieur, quoi. Et on renoue, je disais tout à l'heure qu'on renouait avec une forme de politisation du sport en première ligne. On renoue aussi, et tu as commencé à le dire, avec la figure du grand sportif engagé, avec des gens comme là, Colin Kaepernick, ou la manière dont LeBron James ou plusieurs basketteurs ont pu s'emparer du sujet. The guy in control has given people in racism, in negative racism, an opportunity to be out and outspoken without fear. We can't allow that to stop us from all, continuing to be together and preach the right word of living and loving and laughing and things of that nature. C'était avant un classique de l'espace public. Il y avait toujours des footballeurs, des sportifs, des boxeurs qui prenaient la parole sur des sujets politiques, qui incarnaient des figures politiques. Alors, ils n'étaient pas majoritaires, mais ça existait. Et ça avait eu tendance, en tout cas de mon petit point de vue de spectateur, à disparaître. Oui, ça a disparu, mais après, comme ça a disparu dans toute la société, au fait, c'est aussi difficile de sortir des grands noms de l'industrie de la musique, par exemple, ou l'industrie du cinéma, qui sont pleinement politisés. Encore une fois, c'est pas un espace qui est totalement déconnecté de la société, mais au fait, on voit que ces phases de politisation, en tout cas, elles ont toujours épousé, au fait, les phases de politisation de la société, quoi. Pour revenir un peu... il y a eu aussi des grandes phases de politisation chez les Africains américains, je pense. Il y a eu la fameuse figure de Jesse Owens en 1936, où il y a eu Jackie Robinson aussi, qui est le premier joueur noir qui a intégré une équipe de baseball blanche en 1947. Enfin, déjà, c'était une phase de politisation et de lutte pour les droits civiques qui était forcément intense et qu'on va plus retrouver après. Pour revenir sur le football, pour un peu plus donner un exemple de ça, par exemple, la première grève qui a eu lieu dans le football, ça se passe en 1909 à Manchester United. C'est pas anodin, en fait. C'est à l'époque, Manchester, c'est une grosse cité ouvrière industrielle. C'est vraiment, on va dire, un foyer d'ébullition syndicaliste. Et pour ces joueurs-là qui baignent là-dedans, c'est logique. Ils sont dans une logique de se mettre en grève à cette époque-là. Quand il y a des grands joueurs de football brésilien, comme Socrates, par exemple, qui a beaucoup lutté contre les dictatures brésiliennes à la fin des années 70, début 80. Pareil, à l'époque, il y a toute une jeunesse qui aspire à de plus en plus de liberté individuelle, qui est un peu inspiré de lectures gauchistes aussi, comme Marx ou Gramsci, etc. Bon, bref, à chaque fois, quand il y a une phase de politisation, ça rejaillit forcément dans le champ du sport, quoi. Mais on a du mal, peut-être, pour en tout cas celles et ceux qui nous écoutent, qui sont plus jeunes et qui n'ont connu finalement que les quelques dernières années, je parle très spécifiquement du foot là, qui n'ont connu que les quelques dernières années, on a du mal à se représenter à quel point, dans les années 70, tu as commencé à en parler, le foot était politique, mais alors vraiment
très politique. Je pense à tout ce qu'il y a eu autour de la Coupe du Monde 74 en Argentine, notamment tu mentionnais Socrates du Democracy Corinthians, tous ces exemples-là où le foot était bien plus qu'un divertissement, mais était vraiment un vecteur de politisation. Bah oui, après on était dans une époque encore une fois extrêmement politisée, quoi. En mai 68 en France, il y a eu un 68 des ouvriers, un 68 des étudiants, mais il y a eu un 68 des footballeurs aussi, où des footballeurs ont quand même occupé, encore une fois, ils ont repris les mêmes pratiques de lutte que faisaient les étudiants et les ouvriers à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont occupé le siège de la Fédération française de football. C'est quand même un truc impensable aujourd'hui, mais que des journalistes sportifs et quelques footballeurs amateurs occupent pendant 4 jours la Fédération française de football, créent un comité d'action des footballeurs avec des revendications. Ils vont reprendre vraiment tout cet arsenal des pratiques de lutte. Après, quand tu parlais de la Coupe du Monde en Argentine en 78 ou tous les matchs RFA contre RDA, etc., voilà, on est dans une époque aussi qui est extrêmement politisée, avec une géopolitique qui est vraiment qui émerge à tous les moments. Donc, mais effectivement, on a eu cette séquence-là. Encore une fois, on est dans une séquence de politisation extrême qui, je pense, on la ressentait moins dans la séquence, on va dire 2010. Je pense que là, quand on réfléchit un peu sur la décennie 2010-2020, on est dans une phase de politisation extrême. Après, il faut savoir aussi pour ces joueurs-là, je pense à des footballeurs comme, là on a vu Kurzawa par exemple, un joueur du PSG qui était aux manifs du comité Adama, ou Mbappé qui s'est positionné contre les violences policières après George Floyd. Il y a aussi une pression publique au fait. Il y a aussi des gens qui les interpellent de plus en plus, notamment à travers les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a une pression sociale qui fait que ces joueurs-là se sentent un peu vecteurs d'une mission, en tout cas d'un passage de relais, en tout cas d'un message politique. Par exemple, sur Mbappé, quand il a commencé à s'exprimer contre les violences policières sur George Floyd, la même semaine, il y avait aussi l'histoire du gamin là, de 14 ans, là, Gabriel, qui s'était fait tabasser par la police pour avoir volé un scooter, je crois. Bon, il y a eu quand même une grosse phase, et c'était à Bondy qui plus est. Voilà, il y a eu énormément de gens, et notamment de Bondy, qui ont dit écoute, là, il y a aussi un gamin de Bondy qui vient de se faire tabasser par les flics, tu peux aussi te positionner là-dessus. Et c'est vrai que quelques jours après, il a pris la parole. En tout cas, il s'est positionné publiquement là-dessus. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre la politisation plus en général de la société, et puis aussi d'une certaine pression publique, ou en tout cas d'une attente, je pense, du public pour que ces joueurs-là ne restent pas non plus totalement déconnectés de la société. Mais c'est compliqué pour eux, hein. C'est quand même des gens qui, pour revenir sur cette question d'industrie du sport, je pense qu'aujourd'hui les footballeurs ils rentrent en centre de formation à l'âge de 12, 13, 14 ans, donc ils sont quand même très vite dans un cocon, très éloignés de certaines réalités sociales et politiques, quoi. Est-ce qu'ils sont aussi par ailleurs rattrapés par une forme d'enjeu de communication, alors quasiment inversé, c'est-à-dire que on aurait pu imaginer que pendant longtemps l'enjeu de communication c'était justement d'apparaître assez lisse, pas politique, et de pouvoir séduire un peu tout le monde, et là les choses s'inversent et que ça devient un enjeu d'apparaître comme étant politique, et on le voit notamment avec le battage que peuvent faire certaines marques sportives en étalant leur engagement, justement en essayant de capter aussi l'attention du public par ça. Ouais, ça c'est toute une des ambivalences de l'industrie du sport. Il y a notamment Colin Kaepernick, qui est donc, je rappelle, qui est le joueur de football américain qui avait posé son genou en 2006 pendant l'hymne national américain. When there's significant change, and I feel like that flag represents what it's supposed to represent, and this country is representing people the way that it's supposed to, I'll stand. Quelque temps après, il est devenu l'égérie de Nike. Et il faut savoir que Nike, aujourd'hui, depuis quelques années, est en pleine phase de reformatage, on va dire, de sa marque, quoi, qui essaye d'avoir une vision beaucoup plus... en tout cas, une image de marque beaucoup plus sociale. C'est une marque, par exemple, qui s'est beaucoup investie ici en banlieue parisienne, dans le 9-3, qui va organiser des tournois de foot, qui va soutenir beaucoup le football féminin aussi, puisqu'ils sentent que c'est un nouveau marché aussi à appréhender, qui peut être aussi vecteur de certaines valeurs. Et Mbappé aussi, il est pleinement dans cette lignée-là. Donc il va aussi s'aligner en quelque sorte avec la nouvelle politique un peu plus, on va dire, sociale, avec tous les guillemets qui vont autour de ses sponsors. Donc oui, il y a un jeu qui est vraiment extrêmement ambivalent, quoi, où on passe justement d'une neutralité politique pour beaucoup mieux vendre un produit, à au contraire le fait qu'avoir une espèce d'image de marque un peu engagé, et puis encore une fois, il y a aussi cette influence-là des États-Unis, où justement, ça peut pousser justement à les engager. Mais c'est une ambivalence, cette industrie aussi, elle est gangrénée par ces enjeux marketing, et qu'à partir d'un moment, il y a beaucoup trop d'ambivalence. En tout cas, on n'est plus forcément dans un outil d'émancipation, quoi. De quelle manière, selon toi, ce qu'on voit
en Europe, justement, cette politisation en Europe, est une caisse de résonance d'un mouvement qui serait un peu plus avancé aux États-Unis, parce qu'on a vu c'est allé beaucoup plus loin dans la mobilisation, notamment on en revient à l'exemple de la NBA, où là il y a eu des actions très claires des clubs, des joueurs, où c'est allé beaucoup plus loin que la simple prise de parole, prise de position, prise de phrase de soutien glissée entre deux portes. Moi, je pense que c'est aussi une question politique de fond, de la question raciale qui est beaucoup plus avancée. En tout cas, je pense que les sportifs sont beaucoup plus conscients de ça. Encore une fois, comme je le disais, il y a toute cette histoire de fond qui date depuis la fin du 19e siècle pour les Africains-Américains. Et je pense que les joueurs de la NBA avec le mouvement Black Lives Matter sont pleinement inscrits dans cette lignée-là. Bon, il y a aussi une spécificité du sport américain, je pense notamment au football féminin, parce que, pour revenir un peu là-dessus, avec une figure comme Megan Rapinoe, qui est vraiment devenue par une figure politique sur les droits LGBT notamment, mais aussi en défense, qui est aussi une alliée aussi de ces questions-là autour des violences policières. Bon, c'est dû aussi au fait que le foot, il y a beaucoup moins d'enjeux aux États-Unis d'un point de vue juste marketing. Je pense qu'en France, les joueurs, en tout cas, on va dire racisés, ils peuvent commencer à être conscients. Ça date aussi de 98. Il y a quand même un joueur comme Christian Carambeu qui refusait de chanter l'hymne national parce que son grand-père était dans un zoo, qui était kanak, qui était dans un zoo humain. Ça commence un peu à infuser, mais cette question-là raciale, on voit encore aujourd'hui, c'est un gros débat aujourd'hui en France. Et je pense que ça va commencer un peu à infuser en Europe, mais c'est vrai qu'elle n'est pas aussi structurante, en tout cas, qu'aux États-Unis. Mais effectivement, il y a eu, je pense, ce qui s'est passé avec le mouvement Black Lives Matter et ce positionnement des joueurs, des sportifs américains. Je pense que ça a beaucoup touché les sportifs, notamment français, et notamment racisés. Je pense qu'ils ont commencé, j'espère, à prendre conscience qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un enjeu politique et social autour de ça. Là où on n'a pas encore totalement rebouclé la boucle avec les années 70 et où on n'a pas recréé exactement la même ambiance, c'est qu'on n'a pas encore assisté à un phénomène que toi tu as beaucoup décrit et auquel tu t'es beaucoup intéressé, qui sont en gros les mouvements sportifs parallèles, autonomes, autonomistes, qui veulent s'inscrire en dehors des fédérations, en dehors des structures institutionnelles. Ça existe toujours, il y a toujours des choses qui existent, mais ça reste bien moins fort que ça ne l'a été. Est-ce que tu penses que ça peut, de par cette politisation et de ces nouvelles générations sportives qui sont peut-être plus politisées, ça peut connaître une seconde jeunesse ? Moi, j'aimerais, après, c'est un débat politique de toute façon qu'il y avait à l'époque. C'est est-ce qu'on bouge les lignes à l'intérieur de l'industrie ou est-ce qu'on crée en marge de l'industrie un espace politique à part entière ? Et il y avait les mêmes questions politiques à l'époque. Est-ce qu'on bouge l'institution ? Est-ce qu'on bouge l'État, les lignes de l'État ? Ou est-ce qu'on crée justement des structures autonomes parallèles, quoi ? Après, moi, je pense qu'il faut jouer sur, comme n'importe quelle lutte politique, au fait. Je pense qu'il faut jouer sur les deux, au fait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à lutter au sein de l'industrie, un peu comme des syndicalistes au sein de leur usine, au sein de leur entreprise, qui vont essayer d'améliorer les conditions de vie. Et je pense que c'est ce que font par exemple les supporters ultra au sein de l'industrie du football, par exemple, en disant on milite pour continuer à avoir un football populaire qui se joue uniquement le week-end, pour que ce soit accessible à tous, des places à pas cher, etc., moins de répression policière pour pouvoir mettre en œuvre nos pratiques de supportering. Donc ça, on est vraiment dans cette industrie du football. Et moi, je pense que c'est un mouvement qui s'organise de plus en plus, qui a été vraiment exemplaire depuis la crise du coronavirus. Je rappelle que, par exemple, quand il y a eu tous les débats, est-ce qu'on reprend les championnats en Europe ou pas, on a eu quand même plus de 450 groupes de supporters ultra à travers l'Europe, qui représentaient plus d'une centaine de clubs qui ont décidé de boycotter les matchs et qui ont fait un appel collectif. Ça, c'est quand même une première dans l'histoire du football, qu'on fait un appel pour dire non, nous on ne veut pas primer, l'économie ne doit pas primer sur les conditions sanitaires, donc nous n'irons pas dans les stades, quoi. Donc c'est quand même un sacrifice énorme pour ces supporters-là, pour qui le football est vraiment cardinal pour eux dans leur vie. Donc il y a cette lutte-là au sein de cette industrie-là, et effectivement je pense qu'il y a aussi essayer de créer d'autres espaces qui sont beaucoup plus autonomes, et ça je pense qu'on est en train de le voir un peu aussi, notamment en Angleterre, où il y a eu beaucoup de coopératives de supporters qui sont créées, pour soit racheter leur propre club, c'est-à-dire qu'ils collectivisent de l'argent tout simplement, pour reprendre les rênes de leur club, ou soit qu'ils créent eux-mêmes leur propre club. Ce qui s'est passé à Manchester
United, notamment en 2005, quand le milliardaire à l'époque, là, Malcolm Glazer, avait racheté le club, et pour une grande frange des supporters, c'était insupportable. Donc ils ont créé leur propre club qui s'appelle le FC United, qui est vraiment un club autogéré. En France, on commence un peu à discuter de ça. Je pense notamment au FC Nantes, où il y a une coopérative de supporters qui s'est créée pour racheter des parts du club. Et puis il y a tout un football un peu militant. Rien qu'ici à Paris, par exemple, il y a beaucoup de clubs un peu militants qui s'organisent par eux-mêmes, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment jouer sur les deux leviers, quoi. Je pense qu'il y a vraiment... mais ça, c'est une question qui est purement politique. Pour moi, il faut jouer à l'intérieur de l'institution et aussi essayer de faire un espace, de créer des choses à l'extérieur de l'institution pour essayer de faire vraiment un espace d'expérimentation sociale, quoi. Et le livre de notre invité, Une histoire populaire du football, c'est paru aux éditions de La Découverte. Merci à Mickaël Correa pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.